Alors ce que j'ai fait, c'est des méthodes un petit peu nulles. Dans le Parisien, j'ai lu qui est Audrey Bourrelot. Moi, c'était ma question. Eh ben, c'est la fondatrice du plus grand campus agricole du monde. Dans Madame Figaro, avec sa business school Hectare, Audrey Bourrelot veut casser l'image de l'entrepreneur agricole. Audrey Bourrelot, cofondatrice du campus agricole Hectare, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et Olivier Thomas, alors c'est un peu plus simple, je ne vous ai pas trouvé à la une de Madame Figaro, pas encore, mais, mais vous aimeriez. Olivier Thomas, directeur exécutif du Génopôle. Olivier travaille dans l'accompagnement de start-up qui développent, qui explorent des solutions biotechnologiques innovantes pour répondre à la demande alimentaire dans le monde. Je vous demande d'applaudir Olivier, s'il vous plaît. Bon, mais c'est là où j'ai une technique un petit peu agaçante. Enfin, ils vont trouver ça agaçant. C'est que j'aurais pu vous présenter évidemment de bien meilleure façon. J'aurais pu sinon prendre juste votre mini bio LinkedIn. Au moins, elle est assumée, c'est parfait, mais elle est un peu courte. Et en fait, j'ai une autre technique. C'est imaginer que je suis un ado de 15 ans. J'ai donc 20 secondes d'attention. Et je vous demande, vous faites quoi dans la vie, Audrey? Je suis agricultrice et chef d'entreprise. Et si vous avez 15 ans, il faut aller vers ces métiers parce qu'ils vont cocher toutes les cases de la transition environnementale. Et c'est des métiers de sens. Et en plus, vous allez avoir un impact sur la moitié de notre pays. Oui, Parce que la moitié de notre pays, c'est des terres agricoles. Donc engagez-vous si vous avez 15 ans, il faut venir chez Hectare et je vais vous inviter à reprendre une exploitation agricole. Ok, je pense que le challenge réussi. Merci Audrey. Olivier, même punition, j'ai 15 ans, donc 20 secondes d'attention, mais vous faites quoi au quotidien? Allez, ouais. Euh, Moi, j'accompagne les scientifiques, les entrepreneurs à monter des startups qui travaillent sur la transition écologique à partir du vivant et donc à partir des biotechnologies dans toutes les industries possibles auxquelles vous pouvez penser, et même celles auxquelles vous ne pouvez pas penser. Et de la même manière qu'Audrey, oui, j'encourage tous les gens de 15 ans à venir faire ça et à venir le faire à Génopole, à Hectare et un peu partout. Bon, c'est pas, on peut applaudir aussi, je vois pas pourquoi. Merci d'avoir joué ce petit jeu. Alors, trêve de plaisanterie. Rentrons tout de suite dans le sujet de l'alimentation. Là, on doit se projeter dans le futur, mais avant de se projeter dans le futur, il faut partir un petit peu du constat. Et j'aimerais que vous nous dressiez, alors c'est pas simple parce que c'est en peu de temps, mais vous nous dressiez le constat, qu'on le dresse ensemble. On est dans un contexte d'urgence. Qui veut, Audrey peut-être, on en est où? C'est quoi le constat? On part d'où? Si je me suis engagée dans ce projet, moi, c'était pour répondre à 2 défis, donc 2 constats en creux. Le premier, c'est notre capital agricole, ce sont nos terres, moitié de notre pays, capacité formidable à stocker du carbone, à répondre à tous les sujets qu'on a entendus avant. Mais quand même, un quart de nos terres agricoles souffrent d'érosion et donc on doit changer nos pratiques dans les champs. Et ça tombe bien, ça s'appelle l'agriculture régénératrice. Et quand je prends soin de mes sols, je prends soin de mon capital en tant que chef d'entreprise, je lutte contre le réchauffement climatique et en plus je garde un capital de production. Donc c'est formidable, on a toutes les clés en main. Dans le même temps, il se passe 2 choses. 160 000 fermes à reprendre dans les 3 à 5 ans en France. Si j'avais commencé mon intervention en vous demandant de me citer le nom, prénom, système de production d'un agriculteur que vous percevez comme un chef d'entreprise à succès, j'aurais eu certainement un grand silence. C'est le seul entrepreneur dont on a besoin 3 fois par jour pour manger, et j'y reviendrai parce qu'on parle du futur de l'alimentation. Mais le grand défi, c'est que nous, chez Hectare, on fait tourner les modèles économiques et qu'on peut gagner beaucoup plus sa vie en faisant des choses non nourricières sur nos terres. C'est un espace fini, on va en avoir besoin pour la cosmétique, l'habillement, le bâtiment. Le besoin de biomasse va être sous tension. Et donc, moi, je suis écartelée avec le projet que je mène. Entre les modèles nourriciers et non nourriciers, ça sera certainement une combinaison des deux. Donc, grand défi sur la gestion de la rareté. Nos terres agricoles vont devenir rares et sous tension. Elles peuvent produire plein de choses. Et le troisième défi, effectivement, c'est celui d'attirer des talents et donc d'offrir des conditions de rémunération qui soient bonnes. Et donc, ça va inciter à un plus juste partage de la valeur. On ne le fera pas tout seul. Et le dernier paramètre qu'on oublie souvent, mais je le dis souvent, moi je vais parler beaucoup de l'alimentation en lien avec le vivant, les terres. Il y a d'autres moyens aussi de se nourrir. On le verra, je pense, dans les autres interventions. Moi, j'ai qu'un essai par an. 2050, si je prends ma casquette d'agricultrice, j'essaye une fois. Je sème une fois. Je moissonne une fois quand on fait de la céréale.
Et donc, il faut que je remette sur un pas de temps très court toutes mes pratiques en question, mon modèle économique. Donc, il va falloir, il y avait une table ronde sur l'assurance tout à l'heure, qu'on soit un peu dérisqué dans cette transition. On a des modèles gagnants à 5 ans, mais cette phase de 0 à 5, ça a été dit avant, ce U, le fameux U, il va falloir le financer, et ça se fera avec une coalition d'acteurs pour passer cette période de transition. Merci Audrey. Olivier, on imagine aussi que le constat touche l'alimentation pour tous les humains, Complètement. Nous, on fait ça pour 2 raisons. Et en fait, c'est pas du tout opposé à ce que fait Audrey, ça se rejoint. La première chose, c'est le constat général. On a un problème global. J'aime bien l'idée selon laquelle tout à l'heure on disait qu'effectivement, on est dans un nouveau paradigme qui est vraiment le problème touche tout le monde. Et le problème, il est assez simple. La consommation de protéines va augmenter de manière spectaculaire d'ici 2050. Elle va augmenter partout. Or, on n'est pas en capacité de produire l'ensemble de ces protéines. Donc il faut qu'on trouve des manières de faire. Et la manière de faire, elle n'est certainement pas, parce que c'est très compliqué, de dire à un certain nombre de pays, par exemple, vous limitez votre consommation de protéines. C'est déjà des discussions qu'on avait, par exemple, à l'époque de la moyennisation, de la classe moyennisation de la Chine. On disait attention aux véhicules, etc. Donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de faire. La deuxième chose, et c'est là où je rejoins quand même ce que fait Audrey et ce que fait cet outil formidable qui est Hectare, c'est que tout ce qu'on fait, toutes les solutions alternatives auxquelles on travaille, il y a quand même eu traditionnellement un grand oublié de cette discussion-là, c'était les agriculteurs. Et que nous, toute notre mission, j'allais dire, parce que c'est vraiment de l'ordre de la mission, c'est aussi de réconcilier ce qu'on est en train de faire, et on parle aussi de vision et de culture, mais de réconcilier ce qu'on est en train de faire avec ces acteurs-là, les 160 000 exploitations dont on vient de parler, et de construire un modèle économique global qui fonctionne pour tout le monde et pour la planète. Alors ce modèle économique, ça veut dire que l'agriculteur qu'on pense effectivement juste producteur d'alimentation, vraiment, il peut vraiment diversifier tous ses revenus maintenant, il peut imaginer... On assiste à un phénomène qui est en train de se passer lié au changement de génération. On va avoir un agrandissement et une consolidation des fermes françaises. Ça ne se voit pas forcément d'un point de vue de la statistique, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de recours à de la délégation de travaux et à de la sous-traitance. Donc les modes d'organisation au travail sont en train de changer. Vous pouvez garder la terre, le foncier et faire opérer. Je prends le cas de la ferme, donc je suis à la tête d'une ferme de 300 hectares. Je n'ai aucun modèle économique en tant que chef d'entreprise, à avoir moi-même tout mon tracteur, mes salariés au coût du travail. C'est un agriculteur voisin qui fait l'intégralité des travaux pour les céréales. Ça lui fait un complément de revenu. En revanche, dans une stratégie de diversification, on fait du yaourt, de la fleur, plein de choses. Là, j'ai une chaîne de valeur qui me permet, sur de la cosmétique, sur un yaourt, un produit transformé, de dégager assez de marge pour avoir des salariés. Donc vous voyez, il y a même des stratégies d'organisation au travail qui peuvent être hybrides sur une même ferme. Et donc, effectivement, on doit être des chefs d'entreprise. Dans les 2 cas, c'est optimisation de mes structures de coûts, comme dans plein de secteurs, sous-traitance, délégation, ferme plus grande, robotique. Nous, on est en train de travailler sur des robots autonomes. Vous voyez à peu près sur les tondeuses ce qu'on est parvenu à faire. C'est en train d'arriver très vite. Est-ce que demain, dans 10 ans, j'aurai encore des tractoristes? Est-ce que je vais attirer des jeunes? Ou est-ce qu'on fera demain certains travaux dans nos champs avec des opérateurs de robots autonomes? Il faut trouver des métiers de sens parce que, à côté de ça, en tant que chef d'entreprise, quand je veux faire des produits à valeur ajoutée qui peuvent être des énergies vertes, de la production alimentaire, il faut que je sois un employeur de mon territoire. Aujourd'hui, la ferme que je dirige, elle est à 35 minutes d'ici. Les salariés, ils ont le choix en fait du travail. Qu'est-ce que j'offre pour qu'on vienne travailler dans ces métiers-là en tant que chef d'entreprise? Donc vous voyez, consolidation, valeur ajoutée. Je ne les oppose pas non plus. Je pense qu'il y a plein de choses. Même demain, on aura peut-être des unités de production en indoor sur des fermes qui font aussi de la production en lien avec la terre. Donc c'est ces nouveaux modèles qui demandent de la data, de la complexité et surtout des compétences. On vient d'un milieu de transmission orale où on avait tout sur l'homme ou la femme clé à la tête des exploitations. Donc nous, on parle souvent du S. Je trouve qu'on parle depuis tout à l'heure carbone pratique, mais qui va opérer? Donc on travaille beaucoup sur des outils comme le lean management que certains connaissent certainement dans l'industrie, capacité à pouvoir processer au bon sens du terme des savoirs. L'intelligence artificielle va nous aider aussi à capitaliser sur tous ces savoirs. L'agriculteur, en gros, dans le futur, sera un vrai chef d'entreprise et pas forcément quelqu'un qui mettra les mains dans la terre, déjà, pas forcément quelqu'un qui aura seulement des rendez-vous avec des banques sous pression. Il gérera son entreprise. C'est déjà
franchement le cas, mais c'est vrai que moi je crois beaucoup à la valeur ajoutée. C'est-à-dire, on est à la tête d'actifs de plus en plus complexes, avec une somme de décisions, des fenêtres météo de plus en plus courtes, et donc on va travailler avec les outils de notre temps, comme tous les chefs d'entreprise. On est en train de faire la transition. Elle doit juste être plus sécurisée du fait qu'on a vraiment, encore une fois, un ou deux essais par an selon les systèmes de production. Vous aussi, Olivier, au Génopôle, vous travaillez sur des solutions pour améliorer la pénibilité de l'agriculteur, du quotidien de l'agriculteur, et puis pour rendre un peu plus attractifs ces métiers-là. En tant qu'industrie un peu émergente ou de sous-industrie émergente, on a plusieurs problèmes. Mais on a un problème fondamental qui est le modèle économique. Autrement dit, quand on produit des protéines de lait, quand on produit de la viande cellulaire, quand on produit, etc., on a un souci assez simple qui est le coût de production et le coût de vente. Bon. Une partie de ce coût-là, une partie de la difficulté de ce coût-là, elle est dans tout ce qui est CAPEX. C'est-à-dire que ça nécessite des investissements qui sont absolument spectaculairement intenables parce que c'est un secteur, encore une fois, qui est porté pas mal par des startups, même si un certain nombre de grands groupes agissent comme des faits autour du berceau. Et donc, il faut qu'on trouve des moyens d'utiliser ça. Première chose. Deuxièmement, quelle que soit la technologie utilisée, on a besoin d'intrants agricoles. On a besoin d'intrants agricoles en proximité, parce que je rappelle qu'il y a aussi un élément quand même de sustainability dans l'histoire. On a besoin d'intrants agricoles de qualité. Là aussi, ça ne peut se faire qu'en conjonction avec tout ça. Et donc tout ça crée, on expérimente, c'est pas encore assuré, mais tout ça crée les conditions d'un modèle économique vertueux pour tout le monde, et donc de complément de revenus ou même de parts significatives de revenus d'activité pour des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs. Je sais qu'on discute par exemple beaucoup sur ce sujet-là avec des groupements d'agriculteurs finlandais, pour des raisons historiques assez complexes que je ne vais pas exposer ici. Mais effectivement, on commence à voir émerger des modèles possibles de ce point de vue-là. Et donc, on n'est pas contre, on est avec. Mais vous êtes avec et vous allez même assez loin, puisque vous accompagnez des startups qui travaillent sur la viande cellulaire, par exemple. Donc là, on est dans le futur, là, pour le coup. On parlait de science-fiction tout à l'heure. On y est. On est dans le futur. On est dans la gestion de l'incertitude à venir, plus que du risque. Et surtout, il est important de le dire publiquement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement content d'être là devant vous tous, on n'est pas là pour remplacer l'agriculture, on n'est pas là pour remplacer l'élevage. Toutes ces sociétés-là sont là pour contribuer à mitiger un petit peu le risque, c'est tout. Donc c'est des choses qui sont complémentaires. On a effectivement des startups absolument fantastiques qui font des... Alors Schumpeter passe une sale journée aujourd'hui, mais ce n'est pas des solutions que des solutions technologiques, c'est des solutions aussi de modèles et sociétales, etc. Et donc, oui, on a des gens qui font de la viande cellulaire, on a des gens, vous allez le voir tout à l'heure avec Romain et cette société qui est absolument fabuleuse, qui s'appelle Standing Ovation, qui font de la fermentation de précision, notamment beaucoup sur des questions de protéines de lait, parce que ça aussi c'est une des difficultés, un des sous-secteurs, une des verticales majeures. Et on a même, je donne cet exemple-là parce que je l'aime beaucoup, on a une société qui est toute jeune, qui a levé un peu d'argent assez rapidement, et qui est portée par deux jeunes filles absolument extraordinaires, qui fait du lait maternel cellulaire. Parce que l'incapacité à allaiter, c'est un problème qui est absolument extrêmement répandu en Europe et dans le monde. Et donc, eux travaillent à des solutions de substitution pour pouvoir permettre d'allaiter correctement par opposition à d'autres produits un peu plus compliqués. Et donc tout ça vient juste en complément de ce qui se passe. Tout ça vient de manière à réduire le risque qui nous guette tous à horizon 2050. Et vous n'avez quand même pas un rôle très facile, parce que c'est vous qui me l'avez appris. On est quand même dans un pays qui a interdit de travailler sur ces technologies, en gros la viande cellulaire, je mets bien des guillemets. Vous, votre rôle, c'est de rassurer, de sensibiliser, d'amorcer quelque chose qui va arriver mais qui est interdit pour l'instant. C'est pas évident. C'est pas évident, on parlait tout à l'heure de mission, mais je pense que parfois on est sur des choses qui sont à la limite du sacerdoce, vraiment, et c'est intéressant de le faire. On est le premier pays à avoir interdit, avant même qu'elle soit sur le marché, la viande cellulaire dans les cantines. Viande de paillasse, etc. Je vous renvoie au débat à l'Assemblée. Pour reprendre quelque chose qu'on disait tout à l'heure, la réglementation, c'est jamais que l'expression d'une volonté politique. On est bien d'accord. Donc nous, notre job, il est double. Il est à la fois de sensibiliser, de faire comprendre surtout l'ensemble des parties prenantes, et le champ politique est là pour le faire. Le champ industriel l'a assez bien compris. On a quand même à la fois des coopératives agricoles et des industriels qui comprennent bien. Le champ politique, c'est un peu plus difficile, mais on y travaille sur des questions de réglementation, mais aussi d'acceptabilité. Et puis,
le consommateur final. Parce que, in fine, vous faites des produits, il faut que le consommateur les achète et les mange. Bon. Et donc, on essaye de construire des modalités pour pouvoir faire à vous, moi, votre famille, etc., faire tester ces produits-là sous des conditions drastiques de santé, de sécurité, etc., mais à juste faire tester, parce que c'est ça la complexité. Par rapport à il y a 10 ans, quand Impossible a sorti son burger, on est sur des produits dont je mets au défi pour un certain nombre d'entre eux, à quiconque ici, de faire la différence, vraiment, sur du poulet à base de plantes, sur du foie gras cellulaire. Vraiment, je mets tout le monde au défi de faire une différence vraiment marquée entre ça et 95% de ce qu'on mange. Personne ne va jamais remplacer votre bœuf wagyu ou vos maras à l'américaine vraiment fraîchement pêchés. Mais en revanche, sur 95% de l'alimentation mondiale, c'est des choses qui sont beaucoup plus accessibles. Et donc, ce qui emporte finalement, c'est la capacité à convaincre le consommateur. Et donc, on crée de plus en plus d'espaces dans lesquels on peut tester ces produits-là et où tout le monde se dit... Il y a encore ce matin un sondage qui est sorti auprès d'un échantillon, le plus grand échantillon en Asie de tests coréens. 70% des participants, il y avait 2000 et quelques participants, se disent prêts à acheter désormais ce type de produit-là, contre 35% quand ils arrivaient. Donc, effectivement, il faut tester. Donc il y a deux questions. On parlera de la question du oui, mais à quel prix après. Juste, je voudrais, Audrey, avec vous, avec vous deux au final, on parle de la sensibilisation, là, de rassurer, de replacer la science. Vous, c'est de rassurer sur non, c'est pas un métier horrible, et oui, on peut en vivre, en gros. Et oui, ça va beaucoup changer, ce sera de moins en moins pénible, et puis vous pourrez jouer, vous pourrez piloter des tracteurs, en gros. Et aussi, moi je suis aussi à la tête d'un élevage bovin et laitier. On a remis un élevage de lait et effectivement, on va être sous tension de lait en 2030. Hein. C'est une réalité, on n'inspire plus. Moi, j'ai décidé de lancer un élevage laitier avec des vaches 100% à l'air neutre en carbone. Je sors un yaourt qui est cher. Enfin, je veux dire, une vache, elle doit avoir un bébé, elle a un cycle de vie de 9 mois. Ces solutions vont être complémentaires. C'est un choix de consommation. Une vache qui mange 100% d'herbe dans un parc naturel à 35 km d'ici, qui a un coût du travail avec des salariés aux 35 heures, c'est mentir de dire que ça sera au même prix. Mais je ne sais pas faire autrement. J'ai 17 ans d'investissement. Je paye 2 salariés qui font 35 heures. Quand je dis ça au monde de l'élevage classique, moi, mon combat, c'est le social. Oui, j'ai un yaourt qui est 30 à 40% plus cher que le marché. Et j'ai 0,7% de résultat net en m'endettant 17 ans pour reprendre une ferme. C'est possible. Je serai à la tête d'un patrimoine foncier, c'est très bien. Mais je veux dire, il faut aussi se dire en tant que citoyen, c'est un choix. Une consommation en lien avec du vivant, de l'emploi local, et ça aura un prix. Une alimentation qui sera dans d'autres conditions et qui cochera, j'en suis certaine, les cases et réglementaires et légales. Et on fait un peu tout ça dans notre semaine, en fait. Donc tout ça va cohabiter. Et derrière, il y a de l'emploi de territoire. Il y a aussi d'autres rôles, nous, qu'on joue en ce moment par la tech. Elle nous aide, quand vous dites je suis à la tête peut-être demain d'opérateurs de robots, nous on quantifie ce qu'on apporte au paysage et à la biodiversité. Aujourd'hui, on sait qu'on stocke du carbone. Là, on teste les premières technologies de mesure de la biodiversité. Tout à l'heure, la CSRD, ce n'est pas que la conformité, c'est aussi la capacité à rendre compte. En ce moment, on teste 3 technologies. La bioacoustique, c'est des petits boîtiers qu'on met sur les arbres de notre ferme pilote et qui enregistrent le son des oiseaux. Et avec l'algorithme, on est capable de savoir le nombre d'espèces présentes sur notre ferme, ce qui nous donne un proxy de biodiversité. On a de l'ADN environnemental. Tristement, on a tous fait le PCR Covid pendant le Covid, le test PCR. Et aujourd'hui, on arrive à quantifier l'ADN de nos sols et c'est un marqueur de biodiversité. Donc on va avoir effectivement ces deux agricultures, ces deux façons de se nourrir qui vont cohabiter. Moi, je ne les oppose pas non plus parce qu'elles servent et elles répondent à des attentes différentes. Et c'est à vous, j'allais dire, hein, manger, c'est un acte citoyen, de dire quel prix, quelle part de son budget on met à l'alimentation et pour quelle finalité. Est-ce qu'on veut de l'emploi dans les territoires? Est-ce qu'on n'en veut pas? Et donc, c'est à ça que je renvoie. Et nous, agriculteurs, on va s'adapter. C'est notre job, comme tous les secteurs tout à l'heure, on est en transition. Mais ça ne se fera pas au même prix, c'est pas vrai. On ne paye pas aujourd'hui l'alimentation à son juste coût. Olivier, un mot peut-être sur le juste prix, sur cette notion de prix. Exactement la même réponse qu'Audrey. Ouais. C'est-à-dire on ne paye pas le juste prix de l'alimentation, qui est quand même extrêmement... Donc c'est aussi une question de politique publique, c'est une question de choix de consommateur, mais c'est une question de politique publique. Le yaourt d'Audrey à 30 ou 40% plus cher, au bout d'un moment, est-ce qu'il n'a pas un intérêt sociétal, plus que aussi simplement le goût, qui vaut le coup qu'on mette soit un peu d'argent dedans, soit en tout cas qu'on égalise le terrain de jeu. Voilà, c'est juste ça.
Et C'est la même peut-être, chose pour nous. pour compléter, il faut aussi comprendre que ça ne pourra pas, on aura beau faire les bons efforts à la production, on a besoin d'une réindustrialisation de territoire. Je donne cet exemple, en remettant cette ferme, il n'y a plus de vétérinaires à 2h30 en Ile-de-France, il n'y a plus d'outils de collecte de lait. Et donc, on a en fait massifié, standardisé des flux alimentaires pour nourrir, notamment avec nos céréales, des marchés boursiers de commodités qui partent très loin. Et dès que vous voulez faire bien, vous diversifier, resservir des marchés de proximité, il faut remettre des silos, des infrastructures de logistique, de stockage, et c'est trop coûteux à l'échelle d'une ferme. Donc, soit c'est des collectifs d'agriculteurs, soit on a un appel à des fonds d'infrastructures et des industriels pour remailler nos territoires de ces outils, en fait. On a tous vu les lois pour manger plus bio, plus local dans nos cantines, mais il y a un vrai sujet supply, logistique, infrastructure de territoire qui doit être pris en main, et ça ne se fera pas à l'échelle des fermes. Encore une fois, c'est trop d'investissement, trop de capex, mais on doit repenser aussi une démassification des flux. Bon, même constat, là encore, désolé, hein, je suis d'un conformisme absolu, mais on est en train de regarder un peu en Europe partout la capacité, on parle de capacité industrielle, la capacité industrielle sur les industries qu'on est en train de faire émerger qui commencent à arriver. Bon, c'est désastreux, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a massivement désindustrialisé ses outils de production, et du coup, on a, dans la logique qui était celle que j'exposais tout à l'heure, de dire est-ce qu'on peut reconvertir un certain nombre d'installations pour réduire un peu le capex qui va être le nôtre, eh ben, c'est très compliqué à trouver, et c'est partout en Europe. Voilà. Et ça sera ma dernière question, promis, avant d'ouvrir vraiment la conversation, tous ensemble. Je repense à une question qui a été posée tout à l'heure à Isabelle Cochère de Léritz sur les grands, les gros, les ogres, les géants, alors plus les géants de l'agro peut-être, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils font peut-être déjà pour donner, pour encourager ces nouveaux écosystèmes qui vont permettre aussi de réaménager le territoire Je pense que ça a été le temps du bilan carbone et que le scope 3, surtout l'agroalimentaire, quand vous prenez un morceau d'une baguette de pain et que vous voulez même cette baguette de pain zéro carbone, 50% des émissions de la baguette de pain, c'est la façon dont on fait le blé dans nos fermes. Pour tous les aliments, les émissions sont centrées dans les fermes, dans le scope 3. Donc il y a un lien, effectivement, un partage, de la contractualisation longue, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'a dit Isabelle Cochère, les grands groupes ont la capacité de contractualiser, de s'engager sur du volume. Si vous me donnez de la sérénité sur un contrat qui rémunère mes pratiques, nous on a fait un calcul, passer une ferme céréalière, pourquoi je prends cet exemple ? Tout à l'heure, 50% de notre pays, je vous ai dit, ce sont des terres agricoles, c'est 26 millions d'hectares. 13 millions, c'est le modèle céréalier français. Donc quand on parle de la bascule, on peut parler aussi du maraîchage, mais il y a quand même un énorme mouvement à faire sur le modèle céréalier. Il faut 150 € à l'hectare pour transitionner une ferme céréalière type sur une ferme qui va être sur les trajectoires carbone. Ben ça, c'est quelques centimes de plus sur un paquet de farine. Et on a des groupes alimentaires avec lesquels on a travaillé qui font des contrats de transition avec une fiabilité du prix à 5 ans pour que l'agriculteur engage ses investissements, sinon il ne le fera pas. Donc voilà, donc on voit qu'on va être liés dans un destin commun pour créer ces modèles gagnants. Et moi, je vois ça comme une fenêtre d'opportunité. Et on a quand même un sujet, c'est le financement de ce U, où vraiment le modèle bancaire ne suivra pas. Donc il faut qu'on réinvente des soutiens financiers sur cette phase de transition. Ma vie était plus simple en 2019. Un des problèmes qu'on a, c'est effectivement cette période de U, mais alors très tôt pour le coup, cette espèce de vallée de la mort. Sur l'investissement par le venture capital, j'ai absolument rien contre les venture capitalistes, ce sont des gens avec qui on travaille tout le temps, mais ça s'est un peu tari. Bon. Et donc pour répondre à votre question, en revanche, ce qui ne s'est pas tari, c'est l'intérêt des industriels de l'agroalimentaire pour ces solutions. Elles regardent tout ça de très près. Nommez n'importe quel groupe européen, américain, asiatique, brésilien, d'agro-industriels, ils sont là. Ils sont là pour supporter. Ils créent des écosystèmes autour d'eux en faisant rentrer des startups dans un certain nombre de programmes. Nous, on monte effectivement D'abord, on éduque les startups à parler au groupe parce que c'est pas toujours très simple quand on commence. Mais surtout, effectivement, on maille tout cet écosystème-là pour qu'ils travaillent ensemble. Et donc, on n'est pas seul. On est moins peut-être sur des garanties de prix ou des garanties contractuelles que sur des co-développements ensemble pour trouver des solutions alternatives. Et je dis les industries de l'agroalimentaire, mais pas seulement, parce que je l'entendais tout à l'heure. Typiquement, l'industrie cosmétique, on a monté un co-incubateur avec un géant français de l'industrie cosmétique qui s'intéresse à ces solutions-là.
Parce que ces solutions-là sont des solutions de plateforme technologique qui peuvent être utilisées pour poursuivre leur propre but. Il se trouve qu'on parlait de décarbonation, ils ont des buts de décarbonation assez ambitieux. Et donc tout ça aussi conduit à ce qu'ils investissent, ils co-accompagnent, ils sponsorisent des startups qui ne sont pas nécessairement dans leur champ applicatif. C'est plutôt des alliés quand même, globalement, le secteur industriel. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question ici. Madame, vous avez un micro qui va vous être amené. Merci. Comme ça? Ah oui, très bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Je me demandais si on ne devait pas intégrer le paramètre de la santé aussi dans le choix de ces deux alternatives que vous évoquez, surtout au vu du récent procès qu'on est en train de faire à toutes les entreprises industrielles de l'ultra-processed food, en disant que c'est vraiment dommageable pour la santé. Donc voilà, est-ce qu'on peut nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? La santé, merci madame. Oui. Alors, il se trouve qu'en plus, nous, Génopole, c'est un peu nos préoccupations parce que nous, on vient du secteur de la santé, en fait. On travaille sur les biothérapies. Et la réponse est oui, bien sûr, à tous les niveaux. C'est-à-dire, même au niveau de la recherche la plus fondamentale, on travaille sur ces questions-là. Le fait est que c'est un problème de santé avant tout, parce qu'on parle décarbonation et on pense émissions de CO2, et effectivement, il se trouve que l'alimentation, grosso modo, produit à peu près, l'agroalimentaire produit à peu près autant de CO2 dans le monde que le transport. Mais c'est beaucoup plus que ça. L'antibiorésistance, par exemple. Je rappelle, un poulet en 1965 pesait à peu près 950 grammes. Maintenant, en moyenne, il pèse 4,5 kg. Bon, et on a un souci qui va nous tomber dessus, on parlait de pandémie tout à l'heure, de l'antibiorésistance. Donc oui, c'est une des solutions à ça. Deuxièmement, on parle de normes industrielles pour le coup d'alimentaire, et nous, on combine à la fois le fait d'être supervisé par les autorités, par exemple dans les questions de régulation, d'être supervisé par les autorités régulatrices agricoles et les autorités régulatrices de la santé. Et donc on est, si vous voulez, à des niveaux d'attention sur toxicité, etc., qui sont ceux de l'industrie pharmaceutique, pour le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cutting corner, etc. Mais soyez certaines que dans tous ces processus-là, y compris chez les entrepreneurs dès le début, cette question de la santé-là, elle est au centre. Maintenant, la seule manière de répondre vraiment à ça, c'est de multiplier la recherche, et singulièrement la recherche académique, sur le sujet pour se construire des garanties un peu externalisées. Voilà. Et le plus rapidement possible, il faut mettre un peu de ressources, parce que je rappelle qu'on est dans une urgence un peu élevée, mais oui, effectivement, on aura des résultats à moyen terme. Mais pour l'instant, on est quand même très dans l'enfance de ça, et donc il y a peu de choses sur le marché, etc. Donc ça fera partie de cette démarche pour arriver jusqu'au marché. Audrey, vous voulez rajouter quelque chose sur la santé? Oui, nous on essaye de travailler sur l'agriculteur augmenté parce qu'avant, en fait, quand vous êtes céréalier, quelquefois tout part en coopérative, vous ne transformez pas tous vos produits et donc vous ne savez même pas, c'est assez frustrant, la qualité même de vos grains, etc. Et on a vu apparaître quelques technologies, je pense à Inarix, qui est une start-up qu'on aime beaucoup. Vous prenez en photo avec un pocket phone, un grain de blé, vous avez direct son taux de protéines qui le rend panifiable ou pas panifiable, alors qu'avant il fallait faire 60 km, aller au silo, attendre la machine de la coopérative pour le savoir, ce qui fait déjà vous ramener de la valeur. Vous pouvez isoler un lot, nous c'est ce qu'on a fait, pour faire une partie, pas tout, mais de farine, et donc gagner de la valeur ajoutée. Sur notre lait, on a fait aussi des analyses nutritionnelles, 100% à l'herbe, etc. Il y a des vraies qualités. Et c'est vrai que c'est à nous aussi, à mon agriculteur, on avait un peu laissé ces sujets-là par collecte à d'autres maillons. Si on veut regarder de la valeur ajoutée, il faut qu'on soit à même de capter ces datas. Et donc demain, entre la météo, les données des champs, les données des animaux, les données alimentaires, on a un sujet de capitalisation du savoir. Et nous, c'est vrai qu'on travaille un peu sur ces sujets via l'intelligence artificielle, de capter ces données-là et nous aider, en tout cas, à nous améliorer dans la valorisation de nos produits ou même dans la connaissance de notre actif. Le bureau de l'agriculteur sera une vraie, ou de l'agricultrice sera une vraie tour de contrôle, quoi. Une question? Une question, une fois. Question deux fois. Une question, monsieur. Le micro vous arrive. Merci beaucoup. Vous avez parlé à juste titre de l'agriculture régénératrice, en fait, c'est important. Est-ce que vous y voyez un angle pour que, l'agroalimentaire puisse financer cette agriculture régénératrice?
Et puis la deuxième chose, c'est impact sur la biodiversité, parce que c'est quand même un des trucs qui nous arrive aussi sur la tête. Donc voilà, les deux ensemble me semblent changer la donne peut-être. Alors, nous travaillons sur 3 leviers de financement, les crédits carbone, puisque effectivement par les pratiques d'agriculture régénératrice, ça permet au sol de capter du carbone. Aujourd'hui, c'est pas un marché qui a un coût réglementé, donc effectivement, le prix de la tonne carbone est déterminant comme moyen de financement, et je pense qu'on devrait valoriser un carbone made in France en lien avec nos territoires et nos agriculteurs. Crédit biodiversité, nous on a travaillé pour une ONG sur cette étude-là. On arrive donc à la mesurer par des technologies beaucoup plus facilement en objectif de résultat. Donc moi, je suis très confiante. Il y a 3 ans, on n'avait pas ces startups-là à même de nous donner des solutions faciles. Donc on va être capable de rendre compte des pratiques favorables à la biodiversité à l'échelle d'une ferme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc crédit carbone, crédit biodiv. Et moi, j'ai un petit plaidoyer. C'était ma casquette de ma vie d'avant. On est quand même un secteur où vous achetez une terre. Et pour l'avoir fait, vous n'avez aucune analyse de sol et votre prix n'est pas objectivé. Je pense que pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir acheté un appartement, vous n'achetez pas une passoire thermique au même prix qu'un appartement rénové. Et on n'a pas de diagnostic sol. J'espère qu'un jour, on pourra augmenter la valeur de notre capital si on en a pris soin en ayant vraiment un prix de la terre lié à la qualité des sols. Ça, je pense que c'est un levier de financement sur lequel on est plutôt aligné entre agriculteurs, ONG et financeurs. Et c'est vraiment des choses qu'on doit pousser d'un point de vue politique publique. C'est ça, là on touche du doigt le rôle du politique, mais il en est de même pour la notion de territoire que vous abordiez tout à l'heure. Oui, une question, madame. Je vais vous donner mon micro, ça va être plus simple. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question alors, qui est peut-être un peu à la fois en marge, mais complètement liée quand même à ce que vous faites. C'est que j'ai quand même un constat que nous, en tant qu'adultes, parents, on est très intéressés pour bien se nourrir. Je pense qu'on est prêt à payer plus cher. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde et ce n'est pas forcément donné à tout le monde, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression que chez les jeunes, même dans des milieux plutôt aisés, ce n'est pas du tout leur préoccupation. Ils vont plutôt se ruer sur les rayons de bonbons et d'aliments qui ne sont pas forcément, finalement, bons en goût, comme ce que vous, j'imagine, vous pouvez produire. Est-ce que vous avez des recommandations sur ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas que un peu notre sujet d'entre nous, mais que ce soit plus largement, et notamment les consommateurs de demain, que sont nos enfants? Est-ce que vous avez des trucs pour leur donner envie, les intéresser aussi à ça, pas qu'en tant que métier, comme vous disiez, mais aussi en tant que consommateur? Nous, on accueille 1000 jeunes par an, stage de 3e, donc j'ai fait un appel aux jeunes scolaires. Et dans les 2 cas, on a beaucoup de mixité sociale, donc on est en vallée de Chevreuse, donc plutôt entre des quartiers prioritaires et des villes qui vont bien. Et dans les 2 cas, c'est la première fois, pour la plupart d'entre eux, qui mettent les pieds dans une ferme. Et je pense qu'un des premiers sujets, c'est de savoir effectivement comment les choses poussent, d'où elles viennent, et qu'on a un peu délié ça. Moi, c'était vraiment ma grande surprise qu'avant, j'ai travaillé dans le privé, etc., de revenir dans un milieu plus rural et de voir la méconnaissance du rapport au temps, la facilité de l'immédiateté de ces jeunes générations à tout. Enfin, nous, on rappelle que oui, on s'est mis une fois il y a 1 an pour attendre la farine, que la vache, elle met 9 mois à avoir un veau pour avoir du lait. C'est des notions de temps sur cette génération qui sont complètement éloignées. Et donc, je pense qu'il y a ce rôle-là, finalement, du respect de ce qu'on mange vient d'une bonne compréhension. Et puis, j'ai un appel, on est dans un lieu de création, et je sais qu'Éric va le savoir. Pour tous ceux qui travaillent dans la création, si on pouvait juste faire des choses sympa en création autour de l'agriculteur. On n'a qu'une émission télé dont je refuse de donner le nom, mais on n'a pas eu notre top chef. Et là, et dans tous les rôles, je vais sortir une étude le 10 octobre sur ce que les arts disent des agriculteurs. Je dois le donner en avant-première ici. Et on n'a pas d'imaginaire positif. Donc je me mets à la place d'un jeune qui ne s'est jamais identifié dans un métier ou autre. Le respect du produit et de tout ça, on l'a eu par la cuisine. Donc je lance un grand appel à la création et aux jeunes, créer des choses qui rendent l'agriculture désirable et les produits qui vont avec. Voilà. Merci Audrey. Ce que dit Audrey est extrêmement important, et en particulier parce que l'art, ou en tout cas la représentation, c'est une manière de construire une culture. Et que nous, de l'autre côté du spectre, on a un problème fondamental, c'est-à-dire que tout le monde a l'impression qu'on est, je vais la faire courte, mais tout le monde a l'impression qu'on est financé par Bill Gates, qu'en mangeant ce truc-là, on va nous insérer des puces 5G sous la peau, et que limite, c'est les mêmes gens qui font je caricature volontairement. Mais on a un enjeu d'éducation assez fort, je pense complètement que ça passe par ça, je pense que ça passe par des documentaires, je pense que ça passe par... et puis je pense que ça passe par...
enfin, franchement, pour avoir vécu il y a très longtemps, parce que je suis plus tout jeune, mais en Angleterre, à l'époque où Jamie Oliver commençait à aller dans les cantines britanniques, dans les coins les plus reculés, pour expliquer aux enfants qu'ils allaient bien manger, il le faisait, et ça m'avait frappé, parce qu'on habitait là-bas à l'époque, il le faisait avec les parents, avant tout. Et qu'on a collectivement, mais y compris dans les écoles, dans un certain nombre d'arènes, une éducation au bien manger. Alors je sais bien que c'est pas facile partout, et on est 1000 fois d'accord avec ça, mais il y a un rôle des parents, et en tant que collectif autour d'une école, autour d'un territoire, autour, etc., qui est important aussi. C'est vraiment une question d'éducation, et c'est vraiment aussi une question de faire tomber des idées reçues sur qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur, qu'est-ce que c'est que d'autres formes de lait, qu'est-ce que c'est, etc. C'est vraiment des questions culturelles avant tout, je crois. Je ne réponds pas de manière très satisfaisante, il n'y a pas de recette magique, mais je pense que c'est un vrai enjeu, en revanche, sur lequel il faut qu'on travaille. Oui, parce que l'ado de 15 ans qui n'a que 20 secondes d'attention, lui, les bonbons, bah, il trouve ça bon. Et on a beau lui expliquer que c'est fait avec de la gélatine, de machin, de trucs, il s'en fout. Mais ma fille de 15 ans m'a dit un jour qu'elle voulait devenir cellitarienne, c'est-à-dire ne manger que de la viande cellulaire. Je lui ai dit, tu vas mourir avant, puisque c'est pas sur le marché. Ah oui, là c'est. Non, mais du coup, voilà, c'est une question encore une fois, de culture et de transmission. On va prendre une toute dernière question, courte évidemment, qui appellera. Et non, c'est pas pour. Non, ça c'était juste un salut. Bon, eh ben, le mot de la fin. Non, vous restez juste pour le mot de la fin. Ça, c'est la question aussi très, très pas simple. Ce serait quoi votre mot de la fin, là, comme ça? Bah, chacun d'entre nous peut agir. En tout cas, vous êtes dans des entreprises, vous êtes quasiment forcément tous en lien avec ce secteur. Vous êtes effectivement parfois parents, enfants. Donc, voilà, c'est vraiment un formidable secteur et on aura besoin de tous pour réussir. Et moi, reste une éternelle optimiste, en fait. Voilà, chacun d'entre nous peut faire une petite part du chemin. Olivier? Tous les entrepreneurs qu'on croise sont jeunes, et sont là par mission. Ce sont des missionnaires vraiment. C'est des gens qui sont là pour faire une entreprise, pour gagner de l'argent, pour etc. Mais quand on dit ils sont là pour changer le monde, ils sont vraiment là pour changer le monde. Ils sont possédés par le sens de leur mission. Moi, je suis extrêmement optimiste aussi, ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Audrey Bourrelot, Olivier Thomas, s'il vous plaît. Merci. Nous allons passer maintenant à un autre exercice, toujours dans ce chapitre du futur de l'alimentation. Et un autre exercice, franchement pas simple.